RTS Radio vous présente l'émission sportive du week-end, le bar des sports. Une émission présentée par Mathieu Laurent. Bonjour à tous, le bar des sports ouvre ses portes pour la 4e fois. On vous rappelle, chaque dimanche, nous revenons sur les principales actualités qui ont marqué la semaine sportive grâce à mon équipe. On a soif ici au bar des sports, on a soif d'infos. Venez trinquer et réagir avec nous. Au programme cette semaine, le flash actu comme d'habitude, et du rugby et du football avant de finir, bien sûr, avec le coup de gueule de la semaine. Chers auditeurs, préparez votre gosier, l'actualité va couler à flot. Autour de cette table ce soir, mes deux piliers de comptoir, le coude en place, ils sont prêts à débattre. Le patron est absent ce soir, Nicolas Mangeard est pris par le premier événement bar des sports. Pour ceux qui sont sur Rennes, n'hésitez pas à vous rendre au Saint-Georges pour la première soirée du bar des sports. Pour vous auditeurs, vous pourrez retrouver Nicolas à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Pierre Hakim Ougourny, spécialiste Ligue 1 pour bardesport.fr qui prend sa place. Bonsoir Pierre Hakim. Bonsoir Mathieu. Lui est bel et bien là ce soir, plus en forme que jamais. Maxime Babser, bonsoir, comment ça va aujourd'hui ? Oh, salut Mathieu, salut à toutes et à tous. Eh bien, c'est encore une superbe émission qui va arriver et je suis très en forme, merci beaucoup. Ah, eh ben ça fait plaisir, on est toujours ravis de t'avoir en forme comme ça. Chaque semaine, nous recevons un spécialiste de notre site internet bardesport.fr. On retrouve aujourd'hui notre expert rugby, Clovis Didry, qui interviendra tout à l'heure auprès de notre invité. Bonsoir Clovis et bienvenue dans l'équipe pour ta première. Bonsoir, merci. On finit ce tour de table avec notre invité, rugbyman et plus précisément 3e ligne en Pro D2. Il joue à Pau depuis 2008 et fait vibrer les femmes en posant pour la couverture des dieux du stade. C'est Sébastien Torrezin qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions à notre invité ainsi que participer au débat sur nos deux plateformes, le chat d'RTSradio.fr et notre page Facebook Radio Bar des Sports. Les questions et remarques les plus pertinentes seront passées à l'antenne comme d'habitude. Messieurs, on peut commencer. Le patron offre son cocktail d'actu, c'est le flash de la semaine avec Maxime Babser. Jingle, pas de jingle Maxime, Oui, c'est pas grave. Il arrive. Il arrive. L'actu de la semaine avec Maxime Babser. Ah, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Mardi, Je réclamais, tu l'avais. Hop, c'est bon. Allez, c'est pas grave. Mardi, première pour Pinturo. Et le skieur français a remporté le slalom parallèle de Moscou. C'est sa première victoire en Coupe du Monde et la deuxième pour le clan français cette saison. Mercredi, le Napoli fait le travail. Et Naples s'est imposé face à Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, tout buts à 1, ce qui le place en position très favorable pour le match de retour. Dans les autres matchs de la semaine, Madrid a fait match nul à Moscou 1-1, et Marseille et Bâle se sont imposés face à l'Inter et Munich sur le même score de 1-0. Olivetti crée la sensation. Albano Olivetti, 388e mondial, a battu l'Américain Mardy Fish qui est 8e mondial, 6-3, 3-6, 6-3 à l'Humber de Marseille. À 20 ans, il a atteint pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du circuit principal où il a été battu par Michael Youdra. Vendredi, Izine Bayeva saute toujours plus haut. Et la Russe a battu un nouveau record du monde en salle de saut à la perche. Elle a atteint la barre des 5 mètres 01 et bat ainsi son précédent record qui était de 5 mètres tout rond. Samedi, le Poirot cuisine la rose. Et le Pays de Galles a battu l'Angleterre à Twickenham sur le score de 19-12 dans le cadre de la 3e journée du tournoi des 6 nations. Les Gallois sont toujours en course pour le Grand Chelem. Avant ce match, l'Irlande a martyrisé l'Italie 42-10 et 5 essais à la clé. Quant à l'équipe de France, elle a affronté l'Écosse tout à l'heure et on en reparlera avec Clovis et Sébastien. Et enfin, aujourd'hui, Parker le meilleur. Et le Français a remporté le concours des meneurs du All-Star Game cette nuit à Orlando. Espérons que ce soit un bon présage pour le Français avant le grand match du All-Star Game qui réunit tous les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine et qui se déroulera cette nuit. Merci Maxime pour ces précisions. On va maintenant faire un petit tour de table pour savoir les actualités qui vous ont marqué cette semaine, messieurs. On va commencer par toi Maxime, ton actu de la semaine. Personnellement, mon actu de la semaine, ça reste le français Pinturo qui s'impose au slalom parallèle
On attendait une victoire chez les garçons depuis un bon moment et on l'a eu. Donc c'est une excellente nouvelle pour le ski français en espérant que ça en inspire d'autres. On a vu quelques belles places cette semaine, ce week-end encore en ski. Espérons qu'il y ait de nouvelles victoires qui arrivent. Pierre Hakim, ton actu. Moi, c'est surtout la victoire de Naples qui m'a impressionné parce que déjà ils étaient menés à 0 par Chelsea et ils sont revenus, ils ont vraiment fait un bon match et ouais, c'est ce qui m'a marqué cette semaine. Ton actu à toi, Clovis. Moi, je vais plutôt retenir la victoire à l'arraché des Gallois hier contre l'Angleterre, donc la première depuis 2008, avec un essai à la 76e minute de Scott Williams. Donc les Gallois qui sont sur la lancée de leur Coupe du Monde et qui sont en bonne position pour remporter le tournoi, avoir la finale peut-être contre le 15 de France au Millennium le 17 mars. Très bien, et on va finir avec notre invité, Sébastien, une actualité qui vous a marqué en particulier cette semaine. Alors, moi, je vais dire pareil, la victoire du Pays de Galles contre l'Angleterre. Très bien. Et pour ma part, moi, ça s'est passé tout à l'heure. Ce sera la réponse de Wenger aux médias anglais avec cette belle victoire 5-2 à l'Emirates contre Tottenham dans le derby. Un match qu'ils ont maîtrisé. Et moi, je trouve que c'est beau pour l'entraîneur français qui était décrié depuis un petit moment. On va maintenant passer à la suite. On nous aide avec le rugby. C'est la chronique de Clovis Didry. Oui, Mathieu, donc je vous propose une petite question de... Vas-y, Clovis, vas-y. Alors, Clovis, il fallait le générique d'abord. Attends, je vais te lancer quand même. L'équipe de France qui jouait cet après-midi face à Écosse, et oui, les Bleus ont acquis une petite victoire en terre écossaise, 17-23. Le résultat est là, mais la manière manque toujours, Clovis. Donc oui, tout à fait, Mathieu, je vous propose une petite session de rattrapage pour ceux qui étaient en repas de famille ce dimanche. Comme prévu, nos amis calédoniens nous auront posé des problèmes. Après un début de match difficile ponctué par un essai de Stuart Hogg et une pénalité de Ledlow, nos Bleus revenaient finalement au score grâce à Fofana, auteur d'un deuxième essai en autant de matchs avec les Bleus et à la botte de Parra. Ce même Parra qui manquait l'occasion de faire passer le 15 de France en tête à la sirène en manquant une pénalité délicate. De retour des vestiaires, les Frenchies remettaient la main sur le ballon jusqu'à une nouvelle pénalité de Parra. Bien en place défensivement, les Bleus contrôlaient alors parfaitement le jeu écossais malgré quelques maladresses. À partir de la 50e, le match s'enflammait avec 2 essais en contre, coup sur coup, où Médard répondait à Lee Jones. Le fils caché de Wolverine se blessait alors et laissait sa place à Boxis. Le match perdait ensuite en intensité puisque seul le drop de Boxis et quelques mêlées enfoncées par le pack français meublaient le temps qui restait jusqu'au coup de sifflet final. Ainsi donc, les Écossais ont été généreux, plutôt inspirés, plus réalistes qu'à leur habitude, alors que les Français n'ont une nouvelle fois pas forcé leur talent pour s'imposer en grande partie grâce à leur pack. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous ? Alors, on va peut-être d'abord se tourner vers notre invité, Sébastien. Votre réaction sur ce match de l'équipe de France. Après, l'Écosse, c'est une équipe joueuse, on le sait. Donc, moi, je suis pas surpris que c'était difficile. Après, je peux pas trop parler parce que j'ai pas vu le match. On était en récup obligé, donc on a payé à 3. Mais bon, après, je suis pas surpris du déroulement du match, là, du résumé qui a été fait. C'est vraiment pas surprenant. Très bien. Maxime, ta réaction à toi sur ce match qui l'a vécu en même temps que nous. Oui, comme Sébastien, on peut ne pas être très étonné du scénario du match. On sait que l'équipe d'Écosse est une équipe extrêmement accrocheuse, que la France est certes sur sa lancée de la Coupe du Monde, mais a un nouveau sélectionneur et doit refaire un peu son collectif avec ce sélectionneur, doit refaire de nouveaux lancements de jeu. Donc c'est pas étonnant, on sentait que ça allait être un match piège parce que le stade allait être plein, les Écossais étaient surchauffés, on l'a vu au moment des hymnes, ça a été assez impressionnant. Et franchement, ouais, on s'attendait à un gros match et les Écossais ont prouvé que c'était encore une très très grosse équipe. On n'est pas passé loin, encore une fois, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. Il faudra régler ça pour les grosses équipes comme l'Irlande ou le Pays de Galles. Bien justement, Maxime, on en parlait pour la première de l'émission. Face à l'Italie, on avait eu déjà des problèmes un petit peu techniques de cette équipe de France, des problèmes en défense, et beaucoup de problèmes à corriger justement. On voit encore aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou c'est tout à fait normal, on est sur une nouvelle ère avec un nouvel entraîneur ? On pourrait penser que c'est normal avec ce nouvel entraîneur. L'air de rien, il y a quand même un groupe qui a vécu la Coupe du Monde 2011,
où ils ont quand même été vice-champions du monde, donc il y a quand même un bagage, une expérience qui fait que on pourrait penser que cette équipe a des repères pour pouvoir jouer. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre, notamment au niveau défensif, alors que défensivement la France a toujours été l'une des meilleures équipes, que là elle est laissée autant d'espace derrière, que les Écossais aient autant franchi la ligne. C'est assez surprenant et ça pose un peu question aussi sur la nouvelle tactique établie par les entraîneurs, notamment l'entraîneur de la défense Patrice Agisquet. Clovis, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être un peu la même chose. Oui, je suis assez d'accord. Bon, après, l'Agisquet, il a un système assez compliqué au niveau défensif. On voit avec Biarritz, ça a été quand même très efficace pendant plusieurs années, en particulier quand ils ont été 2 fois champions de France en 2005-2006. Bon, je pense qu'il faut quand même laisser du temps à cette équipe, même s'il y a quand même un gros vécu commun du monde. Et on verra par la suite, on a vu les Anglais qui, bon, pareil, repartent pratiquement de zéro après une Coupe du Monde complètement ratée. Contre le Pays de Galles, ils ont un peu de mal, donc bon, faut pas s'étonner, je pense qu'il y a encore des approximations. À mon avis, ça va aller de mieux en mieux. Bah oui, il faut l'espérer pour cette équipe de France. Maxime, tu me rappelles le prochain match de l'équipe de France, c'est quand? Alors le prochain match de l'équipe de France, c'est tout simplement la semaine prochaine contre l'Irlande au Stade de France. Ça sera à 16h si je ne m'abuse. Et ça va être encore un très très gros match parce qu'on a vu l'Irlande hier et très en forme. Oui, un très gros match test. Il va falloir confirmer encore si on veut rester en forme dans ce tournoi. Je pense que bon, même si on n'a pas le jeu, on a quand même les résultats qui suivent. C'est plutôt encourageant. Ça me rappelle un petit peu la dernière Coupe du Monde où bon, on n'avait pas forcément du gros jeu, mais on a eu des résultats qui ont réussi à suivre. Et bon, on espère que nos petits bleus vont réussir à aller jusqu'au bout. Oui. On va commencer à parler des autres matchs. L'Angleterre surtout hier qui lâche en fin de match face au Pays de Galles mais pourtant sur un match maîtrisé, hein, Maxime, des Anglais. Oui, très étonnant. Les Anglais semblaient être enfin revenus à leur vraie base, leurs vrais fondamentaux, semblaient avoir fait la différence, l'écart. Ils avaient mené tout le long du match et se sont fait un peu surprendre sur un essai en contre des Gallois, qui ont été catastrophiques dans le jeu au pied apparemment et qui n'ont pas su faire la différence. Je n'ai pu voir que le résumé malheureusement. Donc c'est vrai que c'était pas la grande Angleterre apparemment, mais ça fait un bon moment depuis la Coupe du Monde qui sont pas très grandes. Par contre le Pays de Galles, et ça c'est en revanche depuis le début du tournoi, n'a pas un jeu au pied satisfaisant et ils vont peut-être le payer face à des plus grosses équipes, des équipes plus expérimentées. Qu'est-ce que tu en penses, Clovis, au niveau du jeu au pied du Pays de Galles? C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des grosses lacunes, notamment au niveau de l'Over-Friesland. Après, on peut, je pense, contester le choix de Warren Gatland de ne pas avoir fait rentrer Stephen Jones, qui est quand même un joueur très expérimenté et qui a 104 sélections avec le Pays de Galles, qui en fin de match, je pense, aurait pu apporter une plus-value à ce niveau-là et permettre aux Gallois de se faire un peu moins peur, quoi. Oui. Alors, Sébastien, est-ce que vous avez suivi le match de l'équipe d'Angleterre hier? Non, parce qu'on jouait nous hier, donc on n'a pas trop suivi. Donc. Ok, très bien. Ben, on va pouvoir passer à ce match de l'Italie maintenant, qui s'est fait atomiser par l'Irlande, 42-10. C'est Clovis, toi qui a suivi à peu près tous les matchs. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Les Italiens, ils ont refait à peu près la même chose que contre la France. Ils ont été très volontaires, ils ont essayé de mettre du volume, mais ils ont tenu qu'une mi-temps en fait. Le score à la mi-temps, il était bon. Je pense qu'il reflétait à peu près la physionomie du match. Hein, les Irlandais, quand même globalement supérieurs, mais qui avaient tendance à subir contre les Italiens. Donc il y avait 17-10 à la mi-temps. Mais après, les Italiens ont complètement craqué. Ils n'ont pas réussi à tenir le rythme imposé par les Irlandais qui ont quand même joué très très vite. Et donc on a encaissé 5 essais de Keith Earls, Tommy Beau 2 fois, Tom Court et Andrew Trimble sur la sirène. Donc voilà, les Italiens, on le dit tous les ans qu'ils sont en progrès, mais on voit quand même qu'il y a un gros problème concernant en particulier leur ligne de 3/4 qui, à mon avis, manque vraiment moi j'appelle ça comme ça, un tueur, un joueur qui est vraiment au-dessus du lot et qui peut tirer toute cette ligne vers le haut, en particulier au niveau de la charnière, parce qu'on a vu la charnière
Alors, mais justement, l'Irlande qui cartonne l'Italie, on a vu, nous, on a quand même peiné un petit peu face à cette équipe italienne. Est-ce que c'est un danger, justement, hein, pour nous? Est-ce qu'on doit craindre vraiment cette équipe d'Irlande pour la semaine prochaine? Ah oui, complètement. Hein. On a vu contre les Gallois, ils perdent sur la sirène sur un match qui, pour moi, c'est le match de la saison, quoi, avec vraiment énormément de rythme, un temps de jeu effectif très élevé, et ils perdent vraiment voilà, sur une pénalité à, je crois, 2-3 minutes de la fin. Malgré l'absence d'Odriscoll, qui est le deuxième dieu des Irlandais, ils sont encore capables d'imposer beaucoup de rythme, ils sont très puissants devant, ils sont forts en conquête. Les Français, je pense qu'ils vont quand même devoir hausser leur niveau de jeu par rapport à ce qu'ils ont montré face à l'Italie et à l'Écosse, qui sont quand même les équipes globalement les moins complètes du tournoi. Mais après, ça va se jouer au Stade de France. On a Vincent Clerc qui joue et qui est un peu le cauchemar des Irlandais, parce qu'il marque quasiment tout le temps contre eux. Donc bon, ça devrait le faire. Eh ben, on aura le verdict le week-end prochain et on en discutera sans doute dans la prochaine émission. On va passer maintenant au championnat. Il y avait justement, on avait de la Pro D2 hier. Et Maxime, justement, va nous faire un petit briefing sur cette journée. Oui, alors d'abord on va commencer peut-être par Pau qui s'est incliné face à Narbonne sur le score de 15-6. Moi je vais juste demander à Sébastien, parce que c'était un résultat important pour eux, parce que vous jouez à la montée. Est-ce que c'est un match qui peut vous freiner dans monter en top 14? Oui, ça peut nous plomber un peu la suite du championnat, parce qu'on attaque un bloc de 5 matchs assez compliqué, parce que là on a la Narbonne, après on reçoit Grenoble, on reçoit Albi aussi, et on va à Carcassonne. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Et, il faut qu'on prenne des points un peu partout, quoi. Surtout où on peut, il faut qu'on arrive à prendre des points. Et bon, là, hier déjà on est passé à côté. Après, on a été mal payé quoi hier, donc c'est pas par rapport au week-end dernier. Déjà, il y a eu du mieux en défense. On a fait un bon match. Et le résultat est un peu sévère par rapport à la prestation qu'on a fait. Et pour revenir un peu sur les autres résultats, Mathieu, donc Grenoble, qui est le leader de la Pro D2, a gagné cet après-midi contre Aix 39-9. Mont-de-Marsan s'est difficilement imposé contre un autre candidat à la montée, Carcassonne 20-15. Aurillac a été battu à domicile par Auch 21-20. La Rochelle, candidat à la montée, a battu Béziers à Béziers 34-26. Bourgoin s'est imposé contre Yonax. Périgueux, le dernier, n'est plus dernier parce qu'il a gagné contre Albi. Et surtout Dax, le second, s'est incliné à Tarbes sur le score de 23-16. Alors ce qui fait que pas mal de leaders ont perdu au classement, sur cette journée. Est-ce que Sébastien, les cartes sont un peu redistribuées avec toutes ces défaites des leaders? Non, après, faire redistribuer, non. Parce que bon, on est tous, on est tous proches les uns des autres. Ça se joue un peu, donc vu que tout le monde a perdu, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas... Et pour ce qui est des favoris à la montée, on voit que Grenoble est assez largement devant. Vous et Dax, vous êtes bien placés. Qui est-ce que vous voyez pouvoir jouer la montée et puis peut-être les phases finales de la Pro D2, parce qu'il y a des phases finales aussi en Pro D2? Oui, il y a des phases finales. Je pense que cette année, à Grenoble, les montera. Donc voilà, c'est l'équipe, c'est la grosse équipe de la Pro D2 cette année. Après, c'est assez ouvert, hein, le championnat est assez ouvert. Hein. Donc Dax et nous, je pense que faudrait, ça serait bien pour la région qu'on y soit. Après, alors, on va peut-être demander aussi à Clovis ce qu'il pense de ces concurrents à la montée. On en a trois, on en a deux qui se dégagent un petit peu devant avec Grenoble et Dax. Qu'est-ce que tu penses toi de cette journée de Pro D2, Clovis? Moi, ce que je vois au niveau du classement, c'est bon, il y a Grenoble qui est en tête de pas grand-chose. Ils ont 2 points d'avance sur Dax, mais ils ont des matchs en retard à jouer, sans doute à cause de la météo. Il y a Mont-de-Marsan, il leur manque aussi 3. Ils ont 3 matchs en retard, donc après, ça fausse, je pense, quand même pas mal le classement tel qu'il est actuellement. Tous les matchs qui ont été reportés à cause de la météo.
pense que pour y voir plus clair, il faudra attendre que tous ces matchs se soient joués, que toutes les équipes soient au même niveau, et ça nous donnera, à mon avis, une idée un peu plus précise de ceux qui devraient jouer les phases finales ou monter. Mais après, voilà, Grenoble favori, c'est clair. Oui, on peut dire que oui, Grenoble est favori, mais on voit que Mont-de-Marsan, donc qui a 2 matchs maintenant en retard parce qu'ils ont gagné cet après-midi, sont revenus à 3 points de Pau. S'ils gagnent encore leurs 2 matchs, ils peuvent se rapprocher énormément de Dax qui est second. Donc on voit que les clubs landais sont très très bien. On voit que La Rochelle a aussi un match en retard, ils sont à 4 points seulement de Pau. La lutte va être serrée. C'est vrai que le fait que le calendrier ait été modifié trouble un peu le jeu. Ce qui va être plus difficile pour ces équipes-là, c'est que les matchs reportés seront sûrement sur ce qui était les semaines de repos au départ. Eux vont donc enchaîner, ça se trouve, des blocs de 10 matchs d'un coup. Ça fait très lourd, très dur à enchaîner. Donc si ces équipes sont capables de passer le bloc de 10 matchs sans encombre, on peut les voir en phase finale. Est-ce que tu as un favori, Sébastien, dans les 4-5 qui se dégagent? On peut dire Dax, Pau, Marsan, La Rochelle, Albi, peut-être pas Hoche ou Carcassonne. Est-ce que tu as un favori pour les phases finales après pour monter en top 14? Pau. En toute objectivité. Je me rends personne d'autre, hein. Ouais. Et vous voyez, arriver en demi-finale peut-être à domicile, c'est un objectif. Faut être dans les deux premières places, deuxième et troisième. C'est possible pour vous? On va pas, oui, c'est possible. Après, on va pas être gourmand, mais même si on est à 5e, on sera très content. Hein. L'important, c'est de jouer une demi-finale, vu qu'on y a déjà goûté il y a 2 ans. Mmh. Donc, ouais, on veut y revenir, quoi. Donc, si déjà on peut y revenir, après, voilà, si en plus on l'a à Pau, la demi-finale, c'est encore mieux, quoi. Pour tous les supporters et tout. Et je veux réagir. Oui. En fait, j'aurais une question pour Sébastien. On voit actuellement dans le top 14 que les clubs du Pays Basque sont en difficulté. Donc, bon, Biarritz et Bayonne qui sont pas très bien classés dans les dernières places, voire même lanterne rouge. Et est-ce que ce serait possible de voir en fait Pau, à ton avis, prendre la place de ces clubs dans le sud-ouest au niveau du rugby, dans le Pays Basque, dans toute cette région, éventuellement? Et pourquoi pas? Écoute, déjà si déjà ces 2 clubs descendent, je pense que déjà il y a un paquet de joueurs qui vont partir et qui vont vouloir venir jouer à Pau justement pour continuer à jouer en top 14. Donc déjà si ces 2 clubs descendent, nous on va pouvoir récupérer des joueurs et moi je pense pourquoi pas, oui, c'est possible, tout est possible, hein, qu'on devienne le club du 64. Alors justement, on parle de top 14 et des promus, on va peut-être évoquer aussi Lyon et Bordeaux, et notamment Bordeaux qui s'en sort plutôt bien. Maxime ou Clovis, je sais pas qui veut en parler. Clovis, tu veux faire ou je vais y aller, je suis un petit peu Bordeaux cette saison. D'ailleurs, sans vouloir être méchant avec eux, ça m'embête qu'ils vont se maintenir parce que ça va me faire perdre un pari, mais bon, c'est pas grave. Je pensais pas. Non, honnêtement, Bordeaux, ils me surprennent beaucoup cette saison. Ils produisent beaucoup de jeux, ils mettent beaucoup de volume dans leurs matchs et ils arrivent, un peu contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple avec l'Écosse, à être assez réalistes finalement, en remportant des matchs à domicile, en particulier contre des équipes importantes, et même en gagnant quelques matchs à l'extérieur. Donc, à mon avis, ils vont se maintenir. Ils sont bien partis au classement en tout cas. Après, pour Lyon, je sais moins. Je pense qu'ils vont être dans une situation un peu plus délicate. Alors que, au vu de l'effectif et du budget, moi, j'aurais pensé qu'ils s'en sortiraient mieux. Pardon. Maxime. Oui, Bordeaux, moi, c'est la grosse côte de ce début de championnat, c'est vrai, parce qu'ils ont un très beau jeu, énormément de jeux au large et beaucoup d'intention. Donc c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants de ce côté-là. Ils sont très agréables à avoir joué. Ils ont accroché quelques grosses équipes à domicile. Donc par rapport à ce qu'on avait vu l'an passé en Pro D2, c'est pas très surprenant. L'équipe qui me déçoit le plus, c'est quand même Lyon, parce que Lyon a des moyens, un gros budget, une belle équipe. Ils avaient fait des recrutements assez intéressants, John Henry notamment à la mêlée, et ils ont du mal à s'en sortir, à faire du jeu, à faire beaucoup de choses.
Et je voulais juste savoir, Sébastien, par rapport aux équipes que tu as jouées l'an passé, est-ce que ça te surprend de les voir à ce niveau-là, notamment Bordeaux? Non, du tout, parce que Bordeaux, c'est une équipe plus basse, donc elle avait les capacités de s'adapter au jeu du top 14. En top 14, ça se bat moins dans les racks et ça c'est plus dans la vitesse de jeu. Et déjà, l'année dernière, on avait vu, en jouant contre eux, qu'ils mettaient pas mal de vitesse, quoi. Donc c'était déjà un peu leur jeu. Ils commençaient déjà à préparer cette année-là. Et Lyon, tu t'attendais à les voir... Lyon, tu t'attendais à les voir aussi bas peut-être dans le top 14? Oui, moi ça m'étonne pas de les voir à cette position, parce que Lyon est une très bonne équipe de Pro D2. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est très costaud devant, c'est très gaillard, mais après il n'y a pas trop de vitesse de jeu. Nous, quand on les a joués, ça allait pas très vite, quoi. Alors, mais justement... On n'était pas dépassé par leur vitesse de jeu, et moi ça m'étonne pas. C'est une très bonne équipe de Pro D2, mais voilà. Après ils sont restés sur le schéma Pro D2, quoi. Et il y a quand même une différence entre la Pro D2 et le top 14. Alors, messieurs, justement, avec une équipe comme Bordeaux, comme ça, qui vient de Pro D2 et qui arrive un petit peu à déjouer les pronostics, et une équipe, comme disait Clovis, comme Biarritz, qui est dans le mal, est-ce qu'on va vers un renouveau du top 14, vers un nouveau visage de ce top 14, Clovis, par exemple? Ah oui et non, parce qu'on a quand même des clubs qui sont, entre guillemets, des historiques, qui se maintiennent toujours très bien, qui sont encore toujours très bons, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Je pense surtout au Stade Toulousain ou à Clermont, qui se comportent bien, qui sont des clubs solides. Après, c'est vrai que cette saison, la Coupe du Monde a redistribué un peu les cartes. On voit Biarritz, Bayonne, qui sont quand même, pareil, des clubs qui sont assez importants dans le top 14, qui ont des budgets, des effectifs qui sont quand même, qui sont pas ridicules, quoi, et qui sont en difficulté depuis cette période-là. Les top 14, peut-être pas, mais pourquoi pas créer des surprises. Maxime, ta réaction sur ce top 14? Le top 14, le niveau est assez excellent pour ce qui est des gros clubs du classement. On pense forcément à Toulouse et Clermont qui sont très largement dominateurs. On voit que ce sont les principaux pourvoyeurs en équipe de France, ça souligne leur niveau. Derrière, il y a des équipes qui sont, disons, intelligentes comme Castres ou comme Montpellier, qui ont un jeu qui est ambitieux et à la fois intelligent, avec des joueurs peut-être pas très cotés, mais qui respectent les consignes. Des équipes comme Toulon, le Racing, qui ont un recrutement énorme, et donc par la qualité des joueurs, ils arrivent à sortir des belles prestations. Et c'est vrai que ça fait une top 14 à plusieurs vitesses à chaque fois. On s'en plaint un peu parce que certaines équipes sont très bien pourvoyées au niveau des internationaux, des gros joueurs, et d'autres ont plus de difficultés. Je suis un peu déçu par les clubs basques, c'est vrai, parce que notamment Bayonne qui avait un super recrutement, qui avait une belle ambition et qui s'en est pas sorti. Et puis pour ce qui est de Biarritz, j'ai bien peur que ça descende en Pro D2. Si ça peut être remplacé par Pau, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être sympa. Et après pour certaines équipes comme Brive, Agen, même Perpignan, qui n'ont pas été flamboyantes, mais qui restent des équipes solide et que je vois pas en Pro D2. Et je voulais juste savoir, d'après toi, Sébastien, est-ce qu'il y a un très gros écart entre Pro D2 et Top 14? Tu nous dis que Lyon, c'est une très belle équipe de Pro D2. Est-ce qu'il y a un si grand écart entre les deux divisions? Parce qu'on se dit, c'est pas possible que l'écart soit si grand. Ouais, mais c'est plus dans la vitesse de jeu, pas dans les impacts et tout. Parce que on peut se juger. Je me juge par rapport au match qu'on fait de préparation souvent l'été. Après, c'est que des matchs de préparation. Mais quand on joue contre Castres, Bayonne, cette année, il n'y avait pas une grande différence au niveau des impacts et tout. Par contre, au niveau de la vitesse et de l'exécution, il y a beaucoup moins de bagarres dans les règles, ça bagarre beaucoup moins. Par contre, ça déploie beaucoup plus vite, le ballon va plus vite d'une aile à l'autre. Donc il y a quand même un écart de vitesse.
Alors, Maxime, tu me parlais avant l'émission. Tu voulais évoquer un petit point un petit peu plus privé avec notre invité. Je te laisse t'en occuper. Je te laisse te dépatouiller avec ça. Ouais, non, c'était juste parce que c'est vrai que la symbolique est sympa. Seb, tu as fait la couverture des dieux du stade. C'était juste pour savoir parce que on sait que tu es un joueur de Pro D2. Tu arrives dans un calendrier qui est fait par les grands joueurs du rugby. Ça t'a fait quoi? T'as été honoré? T'as été aussi un peu chambré? C'était quoi le truc avec ce calendrier? Non, j'ai pas été du tout chambré. Après, ni honoré non plus, parce que j'ai fait ce calendrier, c'était vraiment par curiosité, plus que par envie de paraître dans le calendrier, quoi. Donc, je fais une liste de plusieurs joueurs. Et donc, voilà, on m'a proposé, moi par curiosité, j'ai accepté, mais je ne pouvais pas m'y retrouver dedans. Voilà. Eh bien, très bien, messieurs. On va refermer la page rugby. On va remercier notre invité qui doit nous quitter maintenant. Donc, Sébastien, merci de nous avoir accompagnés pour parler de rugby et de toi aussi, bien sûr. Juste avant de partir, c'est la petite tradition de l'émission. On a besoin de toi pour promouvoir un petit peu le bar des sports. Tout simplement en disant bonjour, c'est Sébastien Torrezin en direct du bar des sports, à consommer sans modération. Bonjour, Sébastien Torrezin en direct du bar des sports, à consommer sans modération. Eh bien, très bien. Merci Sébastien et surtout, on te souhaite une bonne continuation à Pau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et c'est parti. On débouche maintenant notre dernière bouteille, les gars. C'est le football avec Pierre-Hakim Ougourny. La 25e journée de Ligue 1 avait lieu hier. Montpellier a confirmé contre Bordeaux et Paris nous a fait un remake de Lyon-Marseille d'il y a 2 ans, un 4-4 au bout du suspense, Pierre-Hakim. Oui, une semaine après leur match nul à domicile face à Montpellier, les Parisiens ont de nouveau partagé les points face à l'adversaire direct, Lyon, au terme d'un match d'anthologie. Comme face au 0 fait, ils sont revenus de nulle part en toute fin de match. Ils enregistrent leur 3e match nul consécutif en championnat et laissent les Montpelliérains prendre la tête de la Ligue 1. Vainqueur 1-0 face à Bordeaux, les hommes de René Girard comptent actuellement 1 point d'avance sur le PSG. Derrière, Lille peut revenir à 4 points des Parisiens en cas de victoire à Rennes ce soir. Enfin, dans la lutte pour le maintien, Auxerre avance toujours au ralenti. Les Bourguignons ont été accrochés par Saint-Etienne. Ils sont 19e en attendant le match de la Lanterne Rouge, Sochaux, qui affronte Toulouse en ce moment même. Mais pour revenir sur Montpellier, est-ce que vous pensez qu'ils vont durer ? Alors, on va commencer à débriefer un petit peu cette journée de Ligue 1 avec, justement, tout à fait, Montpellier-Bordeaux, la victoire de Montpellier 1-0 à domicile grâce à un but de John Utaka dans les dernières minutes. Maxime, cette équipe de Montpellier a l'air bien lancée pour embêter Paris. Ah, mais moi je suis absolument fan de cette équipe de Montpellier, comme beaucoup d'admirateurs du foot. C'est une équipe rafraîchissante qui a un jeu très ambitieux et finalement très offensif. Hein. On voit que Girard est capable d'avoir 2, 3, 4, 5 joueurs offensifs sur un match, donc c'est qu'il a quand même l'intention de jouer, d'avoir la possession du ballon. C'est pas toutes les équipes qui l'ont, donc c'est vraiment une équipe qui est très intéressante et qui a envie de jouer, de marquer des buts. Qui franchement est génial pour la Ligue 1 parce qu'elle permet de voir du spectacle, de voir des buts. On l'a peut-être pas vu hier beaucoup contre Bordeaux, mais Bordeaux a beaucoup joué aussi, a beaucoup bien joué. On a vu des occasions, donc franchement c'est une équipe qui moi me plaît beaucoup. J'aimerais bien qu'elle aille en Europe, ça serait pas mal pour pouvoir grandir encore parce qu'on sent que les jeunes qui y sont ont encore les moyens de faire beaucoup de choses. Alors, vu le chemin qu'ils sont en train de faire, à mon avis, l'Europe a l'air plutôt acquis pour Montpellier. Mais justement, ton avis, toi, Pierre-Hakim, sur Montpellier? C'est une équipe qui m'impressionne, surtout le match de la semaine dernière face à Paris. Ils ont dominé, ils méritaient de gagner face à Paris. Mais c'est une équipe qui mériterait d'aller au bout. Et rien que par rapport au match d'hier, puisque Bordeaux a quand même légèrement dominé le match. Ils auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises et ils ont quand même réussi à s'imposer. Donc, comme on dit dans certains cas, c'est peut-être la réussite du champion. On verra en fin de saison. Ah oui, et puis il faut souligner le travail de René Girard, hein, qui fait quelque chose d'exceptionnel, hein, avec un petit budget, des joueurs de seconde zone. Des mecs comme Utaka, c'est des joueurs qui étaient quand même qui étaient bons à l'époque d'Auxerre, mais qui n'ont jamais vraiment confirmé.
Giroud, il l'a sorti de nulle part. Bon, c'est quand même joli de voir ça à Montpellier. Maxime, là, je te voyais, tu voulais réagir. Oui, non, c'est super intelligent ce qu'a fait Girard. Il a pris des joueurs qui étaient soit pas très cotés, soit qui avaient perdu un peu de leur football. On a l'impression qu'ils s'étaient expatriés, ils n'avaient pas trop réussi. C'est le cas d'Otaka. Giroud était en Ligue 2 et il n'y avait pas trop de monde pour croire en son éclosion. Et Girard est allé le chercher, le faire éclore. Donc franchement, Girard a été très intelligent sur son recrutement, sur l'utilisation de ses joueurs. On voit qu'un dernier, ça a été fantastique avant qu'il se blesse, alors que on pouvait se dire que, on pouvait penser qu'il allait faire, qu'il était peut-être en fin de carrière, alors que là, il prouve que non. Jeune-Champ est, je pense, un joueur extrêmement important dans le vestiaire. Il joue pas beaucoup, mais je pense que ça va être le mec qui apporte l'expérience dans le vestiaire. Donc franchement, l'équilibre de l'équipe est bon. L'entraîneur est très intelligent, a une très bonne tactique aussi, basée sur la possession. Franchement, c'est une équipe qui peut aller loin, mais qui, pour moi, sera un peu juste face à Paris pour le titre. Alors, on va passer justement à cette autre choc de la 25e journée, ce fameux Lyon-Paris. Un match exceptionnel, un 4-4. Alors, on va rappeler les buteurs. Pour Lyon, il y a eu Gomis, Filandro, Bastos et Briand. Pour Paris, O'Haro par 2 fois. O'Haro qui nous surprend encore. Néné et Sciarra. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, Pierre Hakim? Pour moi, c'est le plus gros match depuis le début de la saison. J'ai été impressionné par Lyon parce qu'en ce moment, ils n'étaient pas au top et ils ont su face à Paris hausser leur niveau de jeu mais par contre défensivement ils ont confirmé leur difficulté et Paris en a profité en fin de match. Mais oui. Ouais, excuse-moi Pierre Hakim, je t'ai coupé, t'avais pas fini. Vas-y, continue. Mais ce que je voulais dire, c'est que Paris a montré un visage tout à fait différent de celui qu'il avait montré face à Montpellier. Il était beaucoup plus entreprenant hier que dimanche dernier. Maxime, vas-y, tu peux réagir. Ouais, non, plus que Lyon, c'est vrai que c'est Paris qui a été étonnant parce qu'ils ont été dominés d'une grande largeur par Montpellier et s'en sont sortis grâce à une impressionnante fin de match et notamment l'entrée de Guillaume O'Haro. Hier, ils ont été entreprenants, ils avaient un système de jeu un peu différent sur le 4-4-2 qui est très intéressant pour moi parce qu'il met Pastore juste derrière l'attaquant, une place qui lui va très bien, il a 2 récupérateurs qui peuvent disons le soutenir dans les attaques, donc je pense que c'est un système intelligent. Ils ont été entreprenants, ils ont marqué les premiers. On a vu qu'ils ont eu un passage à vide de 6 minutes, ça leur a coûté 3 buts, mais voilà, c'était un passage à vide. Ils ont dû courir après le score pendant tout le match, donc on va en faire des tonnes de Lyon, mais Lyon pour moi n'a pas non plus montré énormément de choses. Ils avaient beaucoup frappé de loin avant les buts. Ils ont eu des buts quand même assez exceptionnels, notamment celui de Michel Bastos qui vient de nulle part. Là, sa frappe, je ne sais pas d'où il la sort, mais alors je ne sais pas s'il la refera un jour. Donc plus que Lyon qui a été, je pense, dans ces matchs actuels assez moyens et a eu 2-3 fulgurants, je pense que Paris a été en progrès, pas encore au point, mais en progrès, oui. Ouais, on a eu un beau pari, mais moi je verrais justement le problème du côté de Lyon. Lyon qui mène 4-2 et qui se fait revenir à 4-4 dans les dernières minutes. Il y a eu un gros problème de défense et un message qui n'est pas passé. C'est pas possible. Quand tu es à domicile à Gerland et que tu mènes 4-2 face au PSG, il y a un moment faut tout bloquer et pas prendre de but. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas normal que Lyon ait lâché comme ça alors qu'ils menaient 4-2, qu'ils étaient tranquilles. Quand je vois le troisième but de Paris, je me pose franchement la question, comment Serra peut se retrouver aussi seul, comment on peut autant se regrouper autour de Gamero, quoi. Ils sont 3 autour de Gamero, O'Haro a toute la place pour faire la passe à Serra qui est totalement libre. Il y a eu des énormes erreurs en défense, des 2 côtés, mais là c'est vrai qu'à Lyon, quand on mène 4-2, on se dit qu'on est face à Paris, qui a une telle équipe, faut tout donner, ne rien lâcher, il faut être à fond en défense. Ils l'ont été après le troisième but et je trouve ça assez dommage. On a l'impression qu'il y a eu le déclic à partir du moment où ils avaient qu'un seul but d'écart. C'est assez dommage pour Lyon parce qu'ils avaient une belle occasion de faire un beau résultat. Pierre Hakim, justement, qu'est-ce que tu penses de ces faiblesses des Lyonnais? Je trouve que à partir du moment où Lyon a des difficultés défensives, pour eux ça va être difficile de se mêler à la lutte pour les premières places. Donc c'est à eux de régler ça. Mais c'est vrai que Chris, par exemple, hier il a été un peu dépassé et ça faisait longtemps qu'il avait plus été titularisé en Ligue 1. C'était le jeune Umtiti qui lui était préféré. Et on a vu que Chris et Koné ils étaient en difficulté hier face à Paris et O'Haro qui revient bien puisqu'il va marquer 3 buts en
en 2 matchs et Gamero est un peu en manque de confiance. Peut-être que Waro pourrait prétendre à une place de titulaire maintenant. Alors, on va peut-être évoquer rapidement les autres résultats et surtout le fond de tableau, avec notamment Ajaccio qui s'impose encore et Auxerre qui n'arrive pas à gagner, Maxime. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça encore? Auxerre, c'était, pour tout vous dire, un match à ne pas voir, surtout la deuxième mi-temps qui a été tout simplement ignoble. Je crois que c'était une parodie de football que nous ont offert les joueurs en deuxième mi-temps. Auxerre ne s'en sort pas parce que bon, c'est dommage parce que sur la première mi-temps, franchement, ils ont eu 4-5 occasions assez nettes. Ils auraient mérité de gagner, je pense, et c'est franchement dommage pour eux parce que là, ils étaient sérieusement en progrès sur la première mi-temps. Mais quand on voit la deuxième, on se pose question autant sur Auxerre que sur Saint-Étienne, ce qui est assez étonnant. Et pour Ajaccio, moi je suis relativement surpris. Bon, le premier but est entaché d'un ballon sorti en sortie de but. Mais Ajaccio a quand même fait pas mal de belles choses depuis quelques semaines et je pense très sérieusement qu'ils peuvent prétendre maintenant à la montée. Ils ont la confiance et la dynamique d'une équipe sur un rythme de champion, donc franchement ils peuvent le faire. Ils ont, je pense, plus que les joueurs, ils ont l'esprit pour pouvoir se sauver, l'esprit de groupe, de corps. Ils ont un entraîneur qui y croit, qui a cru depuis le début. Donc très franchement, Ajaccio, ça ne m'étonne pas tellement qu'ils soient revenus dans la course au maintien, pardon. Pierre Hakim. Par rapport à Ajaccio, comme la plupart des observateurs, je pense que je les voyais en Ligue 2 à la mi-saison. Ils avaient vraiment beaucoup de retard. Et là, ils sont sur une bonne série et c'est à eux de continuer. Mais ouais, je les vois bien se maintenir, pourquoi pas. Mais c'est vrai que comme l'année dernière, la lutte elle risque d'être assez serrée, même s'il y a des équipes qui ont pris un peu d'avance, comme Valenciennes qui s'est imposé face à Lorient et Evian qui a battu Nancy. Et ces équipes-là, elles paraissent un peu moins menacées que les autres, mais je commence vraiment à m'inquiéter pour Auxerre et surtout pour Sochaux, puisque l'année dernière, c'était l'équipe qui produisait un jeu très séduisant. Et autant cette saison, il y a eu le départ d'Ideye qui offre moins de possibilités offensives, mais je suis déçu par Sochaux cette saison. Il y a vraiment un manque de jeu et un manque d'envie qui se ressent au niveau des résultats. Très bien, on referme donc cette page Ligue 1 parce qu'on a encore pas mal de choses à évoquer, notamment la Ligue des Champions qui avait lieu cette semaine, les derniers matchs allés des huitièmes de finale. Alors on va commencer, avant d'évoquer Marseille, on va peut-être commencer par ce Naples-Chelsea. Un superbe match et une démonstration de la part des Napolitains. On aurait pu s'y attendre parce qu'il y a une vraie belle cohésion d'équipe et un Chelsea qui est dans le doute, mais vraiment un très beau match de la part de Naples, Pierre Hakim. Ouais, j'ai été impressionné par le match de Naples parce que je pensais que après l'ouverture du score de Chelsea, ils allaient un peu lâcher prise, mais en connaissant Naples, c'est normal des réactions comme ça de leur part et vraiment leur trident offensif Hamsik, Cavani l'avait dit, et il y a peu d'égal en Europe et ils l'ont montré face à Chelsea qui est en difficulté et qui va devoir réaliser un petit exploit pour se qualifier au match retour. Ah oui, ce duo l'avait dit Cavani, c'est de la bombe atomique, Maxime. Oui, c'est pas une nouveauté. On sait que dans le championnat italien depuis une saison et demie, ils font des malheurs, ils marquent but sur but, ils s'entendent très 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 bien. Ils montrent combien le jeu de Naples est sympa à voir et offensif. Ils ont été assez surprenants sur ce match parce que tellement présents, tellement importants pour leur équipe. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir un duo d'attaquants parce qu'en général les attaquants ça marche toujours tout seul. Là c'est un duo d'attaquants qui marche très bien. Donc c'est franchement agréable à voir dans le foot. Et alors, Maxime, je vais te redonner la parole. Que dire de Chelsea qui a, mis à part le but de Mata, où ils ont été d'ailleurs au passage assez chanceux, ça a été un but sur de la réussite, qui a vraiment rien, mais rien montré, rien du tout. Ah ça fait une saison, depuis le début de la saison, ça fait même, on peut peut-être rapporter ça peut-être un an et demi ou deux que Chelsea
ne montre plus grand-chose, n'a plus le génie. Je sais pas ce qui s'est passé depuis que Mourinho est parti. Ben voilà, c'est con à dire, hein, mais depuis que Mourinho est parti, j'ai l'impression que cette équipe a perdu un peu de son âme, a perdu un peu de son jeu. Ancelotti avait fait de très bons débuts, qui étaient très réussis, mais a eu du mal par la suite. Et puis là, Villas-Boas est clairement incapable de faire jouer correctement son équipe. Ils ne s'en sortent que par les individualités, les fulgurances de certains joueurs. Donc c'est assez inquiétant pour Chelsea, qui est quand même en danger pour la prochaine Ligue des Champions. Alors Pierre Hakim, on va enchaîner maintenant avec le deuxième match de ces huitièmes. Marseille qui a réussi à s'imposer face à l'Inter. L'Inter aussi, à l'image de Chelsea, qui va vraiment pas bien cette saison, qui alterne les bonnes et les mauvaises performances. Ton analyse sur ce match? Moi, j'ai été déçu au niveau du jeu par ce match, parce que ni Marseille ni l'Inter n'ont montré de réelles intentions offensives. Et après, il y a un euro dénouement pour Marseille grâce à André Ayew, mais dans l'ensemble, j'ai été déçu par le match, mais je pense que le but d'Ayew pourrait vraiment être très très intéressant et très très important pour le match retour. Et oui, on voit que cette équipe de Marseille aussi a beaucoup de mal, hein, sans Loïc Rémy blessé, on le rappelle, à l'entraînement il y a peu. Maxime, toi, ton analyse sur ce match-là? Franchement, c'était pas un beau match, c'était pas agréable à voir. Marseille s'en est sorti parce que sur la fin de match, ils ont été enfin entreprenants, disons sur les 10 dernières minutes. À partir du moment où Brando est sorti, c'est vrai que ça a un peu libéré André Ayew, qui s'est mis à être beaucoup plus présent. Les Marseillais ont peut-être mieux négocié la fin de match, ils étaient plus présents dans les passes, dans les impacts. Mais c'est vrai que c'était pas un grand match, c'était pas flamboyant, c'était assez embêtant à voir. On sent que l'absence de Rémy, oui, est pesante sur le front de l'attaque marseillaise. C'est dommage parce que cette équipe rencontrait un Inter vraiment, un Inter inexistant, un Inter fade, qui n'a aucune intention, qui sait juste bien défendre. C'est ça leur grande force. Et heureusement que Marseille a marqué ce but, parce que sinon, je pense que le retour aurait été beaucoup plus compliqué que maintenant. Oui, il faudra, à mon avis, d'ailleurs aussi marquer à l'extérieur pour s'assurer cette qualification. Pierre Kim, tu voulais réagir? Oui, c'est par rapport à l'Inter. Je pense qu'ils ont vraiment été perturbés par le départ de Mota, puisque les statistiques le prouvent. Cette saison, ils gagnent 9 fois sur 10 avec Mota. Ils ont beaucoup plus de mal quand le nouveau joueur du PSG n'est pas là. Et je pense que vraiment c'était un joueur primordial pour l'Inter. Et là, il souffre vraiment de son absence, et il leur manque un peu le liant au milieu qui peut faire la liaison entre Cambiasso et Schneider. Et c'est vraiment ça qui leur manque, et c'est ce qui fait que leur jeu est vraiment pas intéressant, et vraiment pas passionnant. Oui, mais ce départ de Mota qui a fait mal, et heureusement ils peuvent encore compter un petit peu sur ce petit feu follet de Schneider, mais qui risque aussi de partir cet été parce que Manchester se fait de plus en plus insistant sur lui. Il va falloir surveiller ça pour l'Inter, mais on espère qu'ils vont relever la tête, hein, parce que bon, ça reste un des cadors d'Italie, mais c'est vrai que ça fait de la peine aussi un petit peu de les voir un peu à la traîne comme ça. On passe aux deux derniers matchs. On va évoquer rapidement Bâle qui surprend encore. Bâle, après avoir sorti Manchester en poule, qui bat le Bayern 1-0, et le Real qui va faire match nul dans le froid. Alors Pierre Hakim. Pour le Real, je pense que c'est pas forcément un mauvais résultat, puisque on pouvait attendre un match difficile sur la pelouse synthétique en Russie, et faire un match nul en ayant marqué à l'extérieur. Je pense qu'ils n'ont pas trop de risques pour se qualifier au retour. La qualification devrait être plutôt facile. Après, ça doit être décevant pour eux d'encaisser ce but dans les arrêts de jeu, mais dans l'ensemble, les Madrilènes, ils peuvent être plutôt satisfaits du résultat. Et par contre, pour le Bayern, ça risque d'être plus compliqué, parce que ils ont quand même été pas mal bougés par Bâle et par leur futur joueur Châtillier, donc qui va rejoindre le Bayern cet été, et qui a fait pas mal qui a causé pas mal de misère à ses futurs coéquipiers.
Et Bâle a vraiment a vraiment montré un beau visage et pourquoi pas les retrouver en quart de finale. Après, je pense que le Bayern se qualifiera, mais ils n'auront pas la tâche facile à l'Allianz Arena. Alors Maxime, je suis désolé, on va devoir te couper parce qu'on est en manque de temps. Par contre, je veux votre avis tous les deux. Je veux votre avis tous les deux justement sur sur la liste de l'équipe de France qui a été dévoilée cette semaine. On doit faire bien sûr sans Rémi, sans Benzema justement qui s'est blessé avec le Real en Ligue des Champions. Louis Sa qui revient en équipe de France et surtout Amalfitano appelé par Laurent Blanc. Maxime, tiens par exemple, tu vas commencer. Alors moi, je suis très content que Amalfitano soit appelé en équipe de France parce que ça reste un match amical, même si beaucoup disent c'est juste avant l'Euro, faut préparer l'équipe de France. Je pense que c'est intéressant d'avoir un joueur, de voir. On pensera à Nicolas Mangeard surtout. Pardon, Nicolas Mangeard, excuse-moi Mathieu. Surtout pour voir ce qu'il vaut, juste avant l'Euro, sur une grosse équipe d'Allemagne, c'est surtout très intéressant. Et pour ce qui est de Louis Saha, c'est un peu normal, il manque Benzema, Rémi, c'est un joueur qui a fait 2-3 derniers gros matchs. On sait qu'il n'ira peut-être sûrement pas à l'Euro. Mais comme il a fait des gros matchs, c'est histoire de le récompenser, de lui montrer que le sélectionneur a vu et qu'il est sur la bonne voie. Et par contre, je serais très content si Giroud pouvait être titulaire sur ce match. Pierre Hakim, ton avis rapidement sur cette liste des Bleus. Moi, j'ai été content que ça soit appelé puisque vu que Benzema et Rémi sont absents, ils avaient besoin d'un joueur d'expérience devant et Giroud et Gamero, ils sont un peu légers au niveau international, au niveau européen, donc ça pourra toujours servir contre l'Allemagne. Mais par contre, pour Amalfitano, je suis pas forcément d'accord parce que il y a l'Euro qui arrive et Amalfitano surtout, il représente pas forcément l'avenir. Et quitte à prendre un joueur qui vient de réaliser des bonnes performances, autant prendre un joueur d'avenir. Donc non, je suis pas fan d'Amalfitano en équipe de France. Très bien, merci messieurs pour ces analyses. On ferme la page Ligue 1 et Ligue des Champions et bien sûr équipe de France. Et bien pour finir, on va se lâcher avec un beau coup de gueule. Hein. Maxime, je sens que ça t'a manqué la semaine dernière. Faut que tu t'évacues là, non? Ah oui, oh que oui, mon petit, oh que oui. Allez, il est temps de taper du poing sur le comptoir. C'est le carton rouge de Maxime Babser. Le carton rouge de la semaine. Alors, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois critiqué l'arbitrage à l'issue du match Paris-Lyon. Lyon-Paris. Je voulais exprimer mon indignation sur la manière dont ce match a été arbitré. Toutes les actions litigieuses ont toujours été dans le même sens. Comment peut-on siffler 4 minutes d'arrêt de jeu? Eh bien, monsieur Aulas, c'est possible. Lorsqu'il y a 6 remplacements et que le match est un peu haché, comme c'était le cas hier soir, eh bien l'arbitre peut tout à fait décider de faire ces 4 minutes d'arrêt de jeu. Alors pour moi, c'est une fausse polémique. Et je me demande si cette fausse polémique ne serait pas une petite manière de masquer les difficultés actuelles lyonnaises, qui n'a gagné qu'une seule fois en 7 rencontres. Ne faudrait-il pas pour lui pousser son coup de gueule dans son propre vestiaire? Je commence sérieusement à en avoir marre de ces présidents râler sur tout et sur tous pour détourner les questions de leurs erreurs, de leurs propres erreurs. Quand on félicite le président adverse et qu'ensuite on sous-entend qu'il aurait pu changer les règles du football, je ne trouve pas ça vraiment glorieux. Une nouvelle fois, monsieur Aulas, vous ne vous êtes pas grandi. Ben oui, il faut quand même rappeler que ce même Jean-Michel Aulas évitait bien sûr les questions des journalistes il y a quelques années quand Lyon était un peu plus favorisé par les arbitres, on s'en souvient. Alors Pierre Hakim, ton avis là sur ces réactions un peu bizarres de Jean-Michel Aulas? Pour moi, Jean-Michel Aulas, il a toujours été un peu mauvais perdant. Et le fait que Paris égalise dans les arrêts de jeu, ça a dû lui faire mal, surtout que il s'est montré pas mal critique envers le nouveau PSG avec l'arrivée des Qataris. Et c'est sûr que ça lui aurait fait plaisir de gagner face à Paris. Mais non, moi je trouve que les 4 minutes, il n'y a rien de choquant et c'est tout à fait logique que Paris égalise. Donc non, la polémique, elle n'a pas lieu. Maxime, une réaction sur Aulas. Oui, sur monsieur Aulas, oui, les temps additionnels, ça devient choquant que ça dépasse les 5 minutes. Là oui, parce que 5-6 minutes d'arrêt de jeu, là ça commence à devenir vraiment beaucoup. Là,
les Lyonnais savaient très bien que sur le dernier coup franc, il a été sifflé à la 93e. Il restait 1 minute. Ils savaient très bien qu'il fallait tenir et encore tenir. Et on a bien vu que sur les ballons aériens parisiens, tous les Lyonnais n'étaient pas présents au marquage. Certains étaient encore un peu libres. Donc franchement, je trouve ça assez bas de la part de M. Aulas de encore une fois remettre une couche sur l'arbitrage quand on sait que son équipe n'a pas beaucoup gagné sur les 7-8 derniers matchs. Je trouve ça encore une fois hallucinant de sa part parce que bon, on l'a vu dans la tribune, il félicitait le Leonardo, le président parisien, et il avait l'air gentil et tout, et puis juste après en conférence de presse, il en met une couche derrière, il détaille. J'ai l'impression que très sérieusement, M. Aulas est jaloux du PSG parce que le PSG a des moyens que M. Aulas n'a jamais eu et peut-être n'aura jamais eu. Et j'ai l'impression que voilà, il veut attaquer de cette manière-là. C'est pas très grand de sa part, c'est franchement pas sympa. Moi, on dit qu'il défend les intérêts du foot français. Il défend énormément les intérêts de son club Lyon, sûrement au détriment de certains autres clubs français. Donc voilà, il y a un club qui le fait à sa place. Je trouve ça assez pitoyable. Clovis qui se réveille, tu voulais réagir? Oui, en fait, c'est surtout sur la dernière phrase que tu viens de dire, Maxime, quand tu dis que Aulas sert surtout ses intérêts plutôt que ceux du foot français. Moi, ça me fait penser à un personnage bien connu du rugby qui est Mourad Boudjelal, qui a parlé, notre grand ami Mourad Boudjelal, qui a parlé lui de sodomie arbitrale carrément à la suite. Il me semble que c'était un match contre Clermont. Oui. Pareil, ce monsieur, pour justifier ses propos, dit qu'il en fait, il veut jeter le pavé dans la mare, il veut faire bouger les choses pour améliorer le rugby français. Alors que bon, moi, je fais un parallèle avec ce que tu dis, je pense qu'il cherche surtout à servir les intérêts de son propre club Toulon, parce que bon, monsieur met beaucoup d'argent et les résultats, enfin, les titres ne sont pas encore arrivés, donc bon, il aimerait bien que ça arrive et du coup il accuse les autres, quoi. Pierre Hakim, t'as une réaction par rapport à tout ça? Non, mais je trouve que c'est un peu c'est un peu ridicule les présidents, les dirigeants qui tentent de faire pression sur les arbitres, parce que déjà les arbitres sont pas mal critiqués. Si en plus on leur ajoute une pression supplémentaire, ça va pas faciliter leur travail. Alors, une petite info qui vient de tomber là justement pour la course au titre et la course à la Ligue des Champions. Je vais vous demander de réagir rapidement, messieurs. On va commencer avec toi, Maxime. Brest qui vient de battre Marseille 1-0. Marseille dans la continuité, qui après chaque victoire en Ligue des Champions n'arrive pas à gagner en championnat. Ils ont un effectif très court, on le savait. Ils sont physiquement peut-être un peu justes, donc bon, c'est dommage pour eux, mais c'est peut-être le prix à payer pour aller loin en Coupe d'Europe. Pierre Hakim, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le match en parallèle de l'émission. Qu'est-ce que tu penses justement de cette défaite de Marseille qui ne fait pas du bien, surtout qu'il y avait des résultats positifs pour eux? C'est vrai que Marseille, ils étaient plutôt sur une bonne dynamique, même s'ils avaient concédé le match nul face à Valenciennes la semaine dernière. Mais là, j'ai pas vu le match, mais je pense que l'absence de Loïc Rémy doit peser et ils doivent être un peu en manque de solutions offensives. Le fait d'avoir Brandao, Gignac qui ont un peu un style de jeu qui se ressemble, ça va pas les aider et vivement le retour de Loïc Rémy pour que Marseille puisse recoller à la tête. Messieurs, pour conclure, il reste un match ce soir à jouer en Ligue 1. Lille qui se déplace à Rennes. Un pronostic, messieurs. Maxime, c'est quoi ton pronostic par exemple? Je vois Lille gagner 2-1. Lille 2-1 à Rennes. Pierre Hakim? Moi, je verrais plutôt un match nul, un but partout. Je suis plutôt tout à fait d'accord avec toi, Pierre Hakim. Moi aussi, je vois plutôt le match nul pour ce soir. Ça va, Maxime. On ne peut pas toujours être d'accord avec toi, Maxime Babser. Tu as du talent dans ton analyse, mais nous ne sommes pas d'accord. Vous verrez bien qu'il y aura raison. Allez, bien, merci. Merci à tous d'avoir suivi le Bar des Sports. On va refermer cette quatrième émission. On vous invite à venir trinquer sur nos deux plateformes internet, bardesport.fr et rtsradio.fr. Je sais que on n'a pas encore envie de partir. Je vais vous dire au revoir, mes chers chroniqueurs. Je vais d'abord saluer Maxime. Merci pour cette quatrième encore. Merci à toi, Mathieu. Et encore une fois, très belle émission et j'espère à la semaine prochaine. Je vais dire aussi au revoir à notre nouveau
chroniqueur intérimaire qui a remplacé Nicolas aujourd'hui. C'est gentil d'être venu, Pierre-Hakim, et tu as bien assuré le coup. Voilà, merci et merci à toi de m'avoir invité. On va remercier aussi notre spécialiste rugby qui est venu aujourd'hui pour sa première également, Clovis Didry. Merci Clovis. Merci à vous de m'avoir supporté pendant 1 heure. Oh, c'est facile. Oh non, on t'a pas supporté, c'était bon, c'était pas mal. Et bien sûr, à la prochaine, c'est quand tu veux. Merci. RTS vous donne également rendez-vous demain avec André et Dinard sera invité en compagnie d'un arbitre français international. Soyez donc présents pour tous les amateurs de handball. Le bar des sports referme donc ses portes, il est 19h. Merci à vous auditeurs, continuez à nous écouter et nous faire connaître, on a besoin de vous. Salut à tous, à la semaine prochaine et surtout, santé.